Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vais, comme je le fais à chaque fois, vous demander si vous avez des questions sur le cours précédent. Je rappelle que lors du cours précédent, lors des deux premiers cours, disons, nous avons introduit la notion de signification, la question de l'approche linguistique du sens et de la signification dans une introduction au cours de laquelle je vous ai expliqué comment je conçois le rapport entre compréhension et sens ou signification. Nous avons vu ensuite quel genre de problème pouvait poser la compréhension des unités lexicales, des mots lexicaux, et de même pour les unités grammaticales ou mots grammaticaux. Dans le cas des unités lexicales, nous avons vu donc qu'il y a plusieurs moyens de surmonter la non-compréhension. Je le rappelle, ce phénomène, ce moment de non-compréhension, on peut l'utiliser, c'est ce que je fais en l'occurrence, comme un indice du fait qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a du sens. S'il y a de la non-compréhension, c'est qu'il y a de la compréhension possible, la plupart du temps, donc il y a quelque chose comme du sens. Bon. Donc la non-compréhension peut être surmontée, dans les cas les plus simples, par le recours au dictionnaire, c'est ce qu'on avait vu avec l'exemple d'un mot technique comme agrammatisme, ici. Dans certains cas, le dictionnaire ne suffit pas, mais on a besoin, pour vraiment comprendre, si j'ose dire, c'est pas très technique comme expression, mais l'épaisseur, la perspective d'une unité lexicale, on a besoin parfois de facteurs contextuels. C'était l'exemple de Eon ton Timoroumenos qui renvoie à un poème de Baudelaire et à tout un motif littéraire qui a une histoire et si on ne connaît pas cette histoire, on ne connaît pas vraiment le sens de ce mot d'une certaine façon. On a vu avec des exemples un peu plus anecdotiques que la non-compréhension pouvait reposer parfois sur l'usage d'un mot en contexte, en discours, ou bien sur un malentendu. Et puis, enfin, nous avions vu deux derniers cas un peu particuliers. Le cas où on surmonte la non-compréhension à l'aide, non pas de langage, mais à l'aide d'une image, c'était l'exemple de la pince, Becquerel, et puis le cas où la compréhension d'une notion est problématique, mais ça n'empêche pas son utilisation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a une notion extrêmement polysémique, mais qui a toutes sortes d'usages, propres d'ailleurs à alimenter la variété du discours politique, puisque chacun prend le mot dans le sens qu'il arrange d'une certaine façon, et ça ne pose pas tellement de problèmes pour l'expression, ça pose des problèmes pour effectivement la compréhension, puisque à chaque fois il faut retrouver une définition pour le mot considéré. C'était l'exemple de populisme. Pour les mots grammaticaux, nous avions vu que les difficultés de compréhension ne sont absolument pas du même ordre, et c'est pour cette raison que j'avais conclu pour ce premier contraste sur l'idée que le sens des unités lexicales est quelque chose qui n'a pas de rapport direct, enfin qui est en tout cas très différent du sens ou de la signification des unités grammaticales, puisque ce qu'on avait vu, c'est que les unités grammaticales ne posent jamais de problème de compréhension en elles-mêmes. Ces petits mots grammaticaux, on les comprend. Bon, la description détaillée de leur signification ou de leur sens relève de l'analyse linguistique, ou si vous voulez, métalinguistique, mais pour la compréhension ordinaire, il n'y a pas de difficulté avec ce type de mots. La seule difficulté qui peut se présenter étant un mauvais usage du mot grammatical qui fait qu'on comprend l'instruction, bien sûr, mais on ne peut pas l'appliquer. On avait vu des exemples avec des cas d'anaphore où on comprend très bien que le pronom a une valeur anaphorique, on comprend l'instruction du pronom, mais on ne peut pas l'appliquer parce qu'on ne sait pas où est la source de l'anaphore. Bien, alors, est-ce que sur tous ces points,
avant qu'on aille plus loin et donc qu'on passe à la question de la signification des phrases, que j'avais juste introduite, mais sur laquelle je vais revenir, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non? Très bien. Alors, donc, on continue avec les phrases. Bon. Alors, on avait vu la dernière fois que pour poser la question du sens de la phrase, il faut d'abord introduire le concept de compositionnalité. La compositionnalité, un concept frégéen qui signifie que le sens de la phrase est fonction du sens des unités composantes. Bon. Et la résultante, si vous voulez, du sens des unités composantes. Donc on avait vu que c'est à la fois un principe absolument indispensable, mais en même temps tout à fait insuffisant pour rendre compte de l'ensemble des combinatoires qui existent dans les langues, puisqu'il y a bien des cas où il y a ce qu'on appelle des expressions toutes faites, des expressions, des formules figées, des phraséologismes, des phrasèmes, enfin il y a toutes sortes de dénominations pour ce phénomène très très courant d'expressions comme se retourner dans sa tombe, dont le sens ne peut pas être déduit du sens des unités composantes. Alors, cela dit, même si c'est une objection à l'universalité de la compositionnalité, ça n'est pas une objection au caractère indispensable de la compositionnalité. Donc, si le sens d'une phrase résulte du sens des unités composantes, le problème pour étudier le problème de la compréhension des phrases, on va exclure le cas où la compréhension de la phrase est bloquée par la compréhension d'un mot de la phrase. Puisque, dans ce cas-là, on est renvoyé, via la compositionnalité, au sens de l'unité lexicale. Bon, j'ai exclu aussi deux autres cas, je n'y reviens pas, le cas où la phrase est incluse dans un texte, puisque ça, on va voir ce problème dans la partie consacrée à l'analyse de la signification des textes. Et puis, enfin, on exclut le cas, j'avais donné l'exemple d'une phrase très longue de Proust qui contient 856 mots. Donc on analyse des phrases pour elles-mêmes, des phrases toutes seules, que Mingnaud, je le rappelle, je l'avais dit à la fin du cours de la semaine dernière, appelle des phrases sans texte. Et on avait vu qu'il distingue deux types d'énonciations, une énonciation aphorisante et une énonciation textualisante. Donc avec ce modèle, on voit bien que, du coup, au plan de la compréhension, on va avoir peut-être des phénomènes différents entre la compréhension d'une énonciation aphorisante et la compréhension d'une énonciation textualisante. Dans le cadre de l'énonciation aphorisante, on a deux sous-cas, deux cas de figure. Soit la phrase sans texte, la phrase isolée, est détachée par nature, elle a toujours été détachée, soit elle est détachée d'un texte, et à partir de là, l'aphorisation peut être forte ou faible selon que le rapport, le lien avec le texte d'origine est perceptible ou non. D'où cette définition, enfin cette caractérisation que je relis, je l'avais lue à la fin du cours de la semaine dernière, je la reprends. On considère communément, en particulier dans la lignée de Bakhtin, qu'il n'est de parole que dans l'horizon du texte et du genre de discours. Donc, dans la perspective de la polyphonie, dans la perspective bakhtinienne, le sens est dans le texte et le texte appartient à un genre de discours. Dans cette perspective, un énoncé constitué d'une seule phrase constitue un genre de discours élémentaire, par exemple le proverbe. À côté de ces énoncés sentencieux, il y a une foule d'énoncés attribués à un individu identifié et qui ont été détachés de texte. Exemple, la religion est l'opium du peuple, une formule de Marx, aussi bien que les innombrables petites phrases qui circulent dans la presse et fonctionnent comme des énonciations autonomes, non comme des fragments de texte. Donc là, on ne peut plus interpréter la phrase par rapport au texte. La phrase doit être interprétée toute seule comme une énonciation autonome. Donc on peut considérer qu'il y a deux types d'énonciation, l'énonciation aphorisante qui ne ressortit pas la logique du genre de discours, et l'énonciation textualisante, qui est liée du coup à des genres de discours. Alors, on va maintenant examiner quelques exemples
de phrases sans texte qui posent éventuellement des problèmes de compréhension et d'une manière analogue à ce que nous avons fait pour les mots lexicaux, on va essayer de voir comment on surmonte la non-compréhension de ces phrases sans texte. Alors, première phrase. Alors, donc là, j'ai pris des exemples de proverbes africains qui sont. J'ai fait exprès de choisir des proverbes qui sont assez peu connus. C'est pour cette raison, enfin, assez peu connus dans l'espace européen, disons. C'est pour cette raison que j'ai choisi ces proverbes africains, dont, par ailleurs, je disposais d'une traduction, enfin, d'une interprétation sur un site spécialisé. Alors, on va les examiner, et en particulier la première. Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Alors, vous voyez qu'ici, dans cette phrase, c'est bien une phrase sans texte, hein, c'est un énoncé, une sorte d'aphorisme. Vous comprenez tous les mots. Il n'y a aucun problème de compréhension, même avec de l'eau sale, éteindre le feu, etc. Vous comprenez tous les mots. Mais qu'est-ce que signifie cette phrase? Est-ce que vous comprenez cette phrase? Oui, quel est le sens, la signification de cette phrase? Oui? Je dirais l'image de l'eau sale, donc c'est quelque chose d'imparfait qu'on pourrait jeter. Et on peut éteindre le feu. Éteindre le feu, en fait, le feu est souvent synonyme de pagaille, etc. Donc, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, même si la chose semble imparfaite et mauvaise, ça peut quand même servir à quelque chose de bien. C'est comme ça. D'accord, tout à fait. C'est très bien. Vous êtes assez proche finalement de l'idée générale. L'idée, donc si je reformule, vous me direz si je reformule bien votre idée, c'est que le feu représente, disons, des problèmes. Hein. L'eau sale, c'est une solution imparfaite, vaut mieux pour résoudre un problème que rien du tout. Hein, que rien du tout. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations? Alors, je vais vous donner des contextes dans lesquels cette phrase est utilisée. Puisque, ici, comme on a affaire à des proverbes, le problème, il est de comprendre, un proverbe, ça s'applique à des catégories de situations. C'est-à-dire que si je prends des proverbes, je ne sais pas, assez connus comme qui s'y frotte, s'y pique. Est-ce que vous connaissez? Ou alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme proverbe français très très connu? Chat échaudé craint l'eau froide. Ça vous dit quelque chose? Tout le monde comprend? Non. Alors, tel père, tel fils. Voilà. Hein, ça, tout le monde comprend. Tel père, tel fils. C'est un proverbe qu'on va utiliser dans une certaine série de situations. C'est-à-dire que, par exemple, quand, je ne sais pas moi, un enfant va faire quelque chose qui évoque, je ne sais pas moi, il aime, par exemple, cet enfant, il aime construire des cabanes et il se trouve qu'il a un père très bricoleur, donc on va dire tel père, tel fils. Mais on pourra aussi l'appliquer, à la limite, à un étudiant qui serait disciple d'un maître, mettons, et qui ferait tel père, tel fils. À la limite, on pourrait l'élargir, ce proverbe. Bon, tout le monde comprend. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un proverbe, il est fait pour catégoriser un ensemble de situations. Hein. Il y a un ensemble de situations qui vont marcher sous ce proverbe. Donc là, la question, c'est de comprendre dans quel genre de situation on utilise ce proverbe précis. Alors, voici la réponse. Je prends deux attestations. Alors, je suis désolé pour les allusions, mais c'est ça que ça signifie. Hein. Donc là, c'était Brésil, une photo d'Usain Bolt, qui est un sportif, hein, je ne sais plus ce que c'est. Hein, un athlète, oui. Au lit avec une étudiante crée la polémique, et puis il y a un commentaire, so what, elle n'est même pas belle, mais bon, même l'eau sale éteint le feu. Donc, vous voyez, vous comprenez tout de suite l'allusion. Ensuite, même chose ici, forum jeux vidéo, vous essayez de trouver la bonne, c'est-à-dire la bonne copine, amie, etc. Toi qui me lis et qui es encore puceau, sache que même l'eau sale éteint le feu. Bon, voilà, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que, au fond,
la laideur, l'idée, on pourrait la formuler comme ça, et ça c'est la traduction, si vous voulez, l'interprétation que j'ai trouvée sur ce site, dont je vous donne la référence ici. La laideur féminine n'existe pas en amour. Lorsqu'on éprouve un désir, spécifiquement un désir sexuel, n'importe qui, même s'il ou elle est susceptible de le satisfaire. Donc vous voyez que, contrairement à ce que vous aviez comme idée au départ, qui était une idée très générale, en réalité, ce proverbe il s'applique à des situations extrêmement précises qui renvoient à la sphère de la sexualité. Maintenant, on a quand même, en dehors de ce sens de base, des expressions un petit peu plus larges, enfin des utilisations un peu plus larges du même proverbe. Vous voyez ici, c'est sur un forum de supporters de football, au sujet d'un joueur qui est sans doute pas terrible, il fait de son mieux, vous savez, alors j'ai laissé, les coquilles sont d'origine, même chose pour les fautes d'orthographe dans la diapositive précédente. Il fait de son mieux, vous savez, avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Donc là, ça correspond bien à ce que vous disiez, c'est-à-dire le footballeur, il n'est pas terrible, mais il rend quand même des services à son équipe. Même chose ici, au sujet donc d'un homme politique africain, si je me souviens bien, et un homme politique qui est sujet à toutes sortes de critiques, mais qui finalement rend quand même service. On conclut donc, il est vrai que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Donc là, on a un élargissement, à partir donc du noyau de l'expression qui correspond à une sphère de sens assez spécifique. Et alors, ce qui est très étonnant, j'ai découvert il y a 2 ans en préparant ce cours, et là je reprends ce que j'ai expliqué les années précédentes, en fait, ce proverbe, il existe dans toutes sortes de cultures. Vous avez des proverbes mongols et mandchous qui disent « de l'eau sale peut aussi éteindre un incendie », enfin en traduction, un proverbe corse « toute eau est bonne à éteindre le feu », un proverbe italien « même l'eau sale éteint le feu ». En fait, certes, il y a une particularité culturelle, peut-être que ce proverbe est plus en usage en Afrique qu'ailleurs, je ne sais même pas, enfin je m'avance beaucoup en disant cela, mais ce qui est manifeste, c'est que cette structure existe dans toutes sortes de langues et toutes sortes de cultures. Bon, donc on peut généraliser et ne pas limiter le sens de ce proverbe à l'espace africain. Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Certaines solutions sont efficaces, même si elles ne sont pas idéales. Ça, on pourra interpréter ce proverbe de cette façon-là. Alors, comment on a procédé ? Vous voyez qu'au début, même si vous aviez une idée qui était assez juste, au fond, vous n'aviez pas perçu le sens de base du proverbe, parce que le sens de base touche quand même à la sphère de la sexualité, ça c'est indéniable, en tout cas dans l'espace africain. C'est comme ça qu'on utilise le proverbe habituellement. Et ensuite, il est élargi. Bon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître le sens d'un proverbe qu'on ne connaît pas ? D'abord, il faut savoir à quelle situation il s'applique. Et puis ensuite, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est pas vraiment une traduction, puisqu'on est en français, et ensuite on est en français. La première phrase, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, elle est en français. La deuxième phrase, certaines solutions sont efficaces, même si elles ne sont pas idéales, elles sont en français. Donc c'est pas vraiment une traduction, c'est ce qu'on appelle une paraphrase, c'est-à-dire une phrase équivalente, mais cette fois-ci, tout le monde la comprend. Donc là, j'ai pas de... Alors, on peut certes avoir peut-être des dictionnaires des proverbes qui vont fournir ces paraphrases. Il en existe des dictionnaires des proverbes dans toutes sortes de langues. Et donc, la réponse, c'est que pour trouver une solution, je me sers, donc, pour trouver le sens d'un proverbe dont je ne connais pas le sens au départ, je fournis une paraphrase. Je recherche et je trouve une paraphrase. Deuxième exemple, quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Alors bien sûr, il y a un lien entre le sens littéral de ces mots, là aussi, vous comprenez tous les mots. Il n'y a aucun mot compliqué.
colère, cafard, poule, picoré, bon. Alors, est-ce que, à partir du sens littéral, vous pouvez trouver le sens réel du proverbe? Alors voici le sens de cette phrase est celle de la suivante. Accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Donc dans la première phrase, on a quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours. Quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Donc il y a, vous voyez, une sorte d'illustration très spécifique de cette vérité générale qui est dite dans le proverbe. Quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours. Bon. Et puis en fait le troisième proverbe, c'était accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Là, il me semble que c'est quand même plus transparent. Ne te mets pas dans des situations compliquées, voire irréversibles. Donc on l'a vu, on résout, vous trouvez immédiatement et vous comprenez immédiatement le sens du proverbe à partir de la paraphrase. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que si vous comprenez le sens du proverbe à partir de la paraphrase, ce n'est pas seulement que vous comprenez la deuxième phrase, donc la paraphrase, c'est aussi parce que vous voyez tout de suite le rapport entre le sens littéral, entre le sens du proverbe au départ et le sens de la paraphrase. Donc il faut que vous trouviez le lien entre quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours, et quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Si vous ne voyez pas le lien entre les deux, si la deuxième phrase est claire mais semble sans aucun rapport avec la première, là il y aura un problème de compréhension. Or, on trouve toujours un rapport. Quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, bon bah là, quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Il y a l'idée de finir toujours. Qui renvoie au sens de ta vie suivra toujours son cours. Donc, le sens des phrases est explicité par la paraphrase. Le proverbe dénomme, je l'ai dit, une catégorie de situations. Et il existe en linguistique toute une branche, parce que c'est extrêmement riche et compliqué, les proverbes. Il y a toute une... Je vous le dis pour ceux d'entre vous qui seraient susceptibles de travailler par la suite en master, par exemple, sur les proverbes. Il y a toute une branche de la linguistique qui s'appelle la parémiologie, qui réfléchit sur comment fonctionnent les proverbes, parce que n'importe quelle phrase ne fait pas proverbe. Il y a des propriétés linguistiques particulières des proverbes qui différencient de l'aphorisme, etc. Bien. Donc ça, c'était un premier type de cas. Deuxième type de cas. Quel son produit le claquement d'une seule main ? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? Alors là, vous êtes d'accord ? Ici, il n'y a pas un seul mot compliqué. Ce sont des mots qui sont tous compris, que vous comprenez tous. Mais quel est le sens de ces phrases ? Oui. Alors, oui, vous avez une idée ? Pardon ? L'idée de l'impossible. Oui, c'est pas complètement absurde ce que vous dites. Bon, on a un problème avec ces phrases, évidemment, parce que, évidemment, il y a une espèce d'impossibilité. Le claquement d'une seule main. Pour qu'il y ait un claquement, il faut deux mains. Donc, c'est pour cette raison que vous parlez d'impossible. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Eh bien, oui. Ah oui, oui, on pourrait interpréter comme ça. Donc, on a un problème ici de compréhension parce que la phrase décrit quelque chose qui semble imaginaire, fictif, impossible. Claquer les mains, il faut deux mains. On ne peut pas faire le claquement d'une seule main. Quel était votre visage
avant la naissance de vos parents. Bon, bah, là aussi, c'est complètement absurde. Là, si mes parents ne sont pas nés, j'ai pas de visage. Pourquoi ces phrases? Bon, alors là, évidemment, c'est un cas très, très spécial et très particulier, qui est ce qu'on appelle le Koan Zen. Et le Koan Zen, c'est donc un procédé de méditation. Alors, on peut lire, si vous voulez, je vous ai reproduit ici une citation de Simon Kim, qui donc a travaillé sur ces questions-là, démystification du signe et destruction du sens dans le Koan Zen. Donc vous pourrez lire l'article complet si vous avez une curiosité, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez lire l'article complet si vous voulez, mais j'ai juste pris une citation. À la différence du zazen, la forme méditative du zen la plus connue, qui cherche à annihiler le rapport aux choses terrestres par le retrait dans la méditation assise, le Koan Zen choisit d'emprunter aux choses terrestres pour mieux en libérer l'esprit. Le Koan Zen, en effet, se caractérise par son recours au langage en des phrases qui ne font pas sens. Donc là, on fait exprès que ça n'ait pas de sens interprétable. Du type « qu'est-ce que la voix ?» Oui, bon. Autrement dit, les devinettes et autres historiettes absurdes que propose le Koan Zen à ses pratiquants utilisent le signe, mais pour mieux le démystifier et défaire tous les liens qui le rattachent au sens. Il s'agit de dérouter, non pas tant pour révéler l'absurdité ou le vide de toute pensée langagière, mais surtout pour bousculer l'esprit dans son carcan de signification, dans le but de l'amener à accéder au non-moi, à la non-pensée, qui sont autant de définitions négatives de l'illumination bouddhiste. Donc là, vous voyez qu'on fait exprès de produire du non-sens pour que l'esprit se dégage du carcan de la signification. Bon, donc évidemment, c'est un cas extrêmement particulier où on produit des choses qui n'ont pas de sens, mais volontairement, parce qu'on veut utiliser ce non-sens. Alors maintenant, considérons ces trois phrases, qui sont également des phrases sans texte, et qui sont des citations, les deux premières de Lacan, la troisième de Blanchot. Les deux premières, d'ailleurs, ont un peu la même structure, ces deux phrases de Lacan. Il n'y a pas de métalangage. Alors bon, là, il y a une petite difficulté pour comprendre peut-être métalangage. Donc, éliminons cette difficulté. Le métalangage, c'est le langage qui parle du langage. Disons ça tout simplement. Pardon ? C'est un langage qui explique peut-être un autre ? Oui, c'est ça. C'est lorsque on parle d'un langage, si on parle d'un langage, on utilise un langage pour parler du langage. Donc le métalangage, c'est le langage qu'on utilise pour parler du langage. D'accord ? Bon, donc une fois qu'on a expliqué métalangage, il s'agit d'expliquer ce que ça signifie. Il n'y a pas de métalangage. Bon, ensuite la deuxième phrase, il n'y a pas de rapport sexuel. Là, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez de quoi il s'agit. Et ensuite, sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Bon. Alors, comment est-ce que vous comprenez ? Donc là, une fois qu'on a éclairé juste dans ces trois phrases, il y a simplement le mot métalangage qui était un petit peu technique. Bon, on l'a éclairé. Qu'est-ce que signifient ces phrases ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de métalangage. Alors, ce qui est surprenant ici, bien sûr, c'est que apparemment, il y a bien un métalangage, puisque je peux toujours parler du langage. Donc, pourquoi Lacan dit-il qu'il n'y a pas de métalangage ? Oui ? Ça pourrait être une manière de dire que une régression infinie, qu'on pourrait avoir, il peut y avoir un langage sur le langage, et après il peut y avoir un langage sur le langage sur le langage, et ainsi de suite, et du coup ça pourrait revenir à dire qu'il n'y a pas juste un langage sur le langage, et c'est tout, c'est clair, c'est net, c'est peut-être une conception qui revient à dire que tout est du langage de toute manière. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est ça l'idée. Enfin, tout au moins, c'est une des interprétations possibles. Ce que dire Lacan, une autre façon de le dire ici, c'est de considérer que si je parle du langage, j'en parle avec ma langue lorsque je parle. Donc, j'utilise un langage qui est le même. Donc, ce n'est pas vraiment un métalangage, c'est la même langue qui se retourne sur elle-même, si vous voulez.
Une autre façon de le dire qui est plus proche de ce que vous venez de formuler, c'est qu'il n'y a pas d'appui extérieur au langage, il n'y a pas de point de vue extérieur au langage pour parler du langage. Autrement dit, comme vous disiez, on ne sort pas, on ne peut pas sortir du langage. On ne peut pas se mettre en dehors du langage pour parler du langage. On est obligé d'en parler de l'intérieur. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Donc, la formule, dans sa brièveté, dans son caractère un peu lapidaire, la formule est tout de même surprenante, hein, mais il est possible de l'interpréter malgré tout, de la déplier apparemment. Hein, et là, c'est une signification qui semble accessible. Mais maintenant, voyons un peu ce que dit Lacan lui-même. Alors, pardon, juste avant, puisque je vais donner les deux textes en même temps, disons un mot de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Bon, bah là aussi, c'est la même structure, parce que dans le premier cas, il n'y a pas de métalangage. On avait l'impression que c'était une formule qui était surprenante, choquante, parce qu'on a l'impression qu'il y a du métalangage. Alors que dans le cas dans le cas de « il n'y a pas de rapport sexuel », c'est la même chose. Pourquoi dit-il qu'il n'y a pas de rapport sexuel? On sait bien, même si on n'est pas forcément directement concerné, mais peu importe, c'est bien que ça existe, les rapports sexuels. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette formule qui dit « il n'y a pas de rapport sexuel » ? Donc là, aussi, enfin bon, on va pas, de toute façon, le but n'est pas d'expliquer Lacan ici, hein, c'est simplement de vous montrer des exemples de situations dans lesquelles la compréhension est bloquée. Ici, là, on comprend bien que la compréhension est bloquée parce qu'il y a une sorte de paradoxe. Hein. La phrase affirme quelque chose dont on sait que c'est faux. Dire comme ça, il n'y a pas de rapport sexuel, si on prend rapport sexuel dans un sens ordinaire, c'est-à-dire de la sexualité entre des personnes, bon, c'est une phrase fausse. Donc on ne voit pas pourquoi un auteur intéressant comme Lacan affirmerait une chose pareille. D'accord ? Donc, on a une structure similaire parce que dans les deux cas, on a une phrase qui semble fausse, mais donc ça veut dire qu'on va aller chercher de l'interprétation au-delà. Donc dans le premier cas, on va réfléchir sur ce que c'est vraiment qu'un métalangage et si le métalangage est lui-même un langage qui utilise le même langage que celui qui décrit, ben, ce n'est pas vraiment peut-être un métalangage. Et puis pour il n'y a pas de rapport sexuel, on va s'interroger sur ce que c'est que le rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un vrai lien entre les sexes, si on veut, hein, voilà une des façons de comprendre. Alors voyons maintenant des explicitations que donne Lacan lui-même. Alors, dans les écrits, donc, bon, voilà, c'est un des textes de Lacan où cette formule apparaît, il dit la chose suivante. « Prêtez ma voix à supporter ces mots intolérables, moi la vérité je parle, passe l'allégorie. » Cela veut dire tout simplement tout ce qu'il y a à dire de la vérité, de la seule, à savoir qu'il n'y a pas de métalangage, affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme, que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai, puis que la vérité se fonde sur ce qu'elle parle et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se faire. Donc là, je vous ai donné le contexte. Mais voyez ici le contexte. À la différence de tout à l'heure, quand on donnait le contexte des proverbes, qui éclairait le sens du proverbe. Ici, le contexte n'éclaire pas du tout. Hein. Pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on comprend encore moins que sans le contexte. Hein. Bon, donc, alors évidemment, ici, c'est le style de Lacan, la volonté de confronter le lecteur à une forme d'hermétisme pour aller dire des choses qui sont, disons, qui limite structurellement certains aspects de la dynamique de l'inconscient, mais on comprend ici que cette affaire de métalangage, et il n'y a pas de métalangage, est liée à une problématique autour de la vérité, et du fait de savoir, le logico-positivisme, c'est l'idée que on analyse les phrases, on y reviendra, mais on en a déjà un tout petit peu parlé la semaine dernière, en fonction de leurs conditions de vérité, et là, l'idée, c'est que les conditions de vérité, dans la signification, eh bien, ça n'est pas forcément un bon point de repère. Hein. La vérité se fonde de ce qu'elle parle, et elle n'a pas d'autre moyen pour se faire.
Il n'y a pas de vérité en dehors de la parole. La vérité, c'est la parole elle-même. Hein. C'est pas la corrélation entre la parole et les faits. Bref, je suis très très caricatural. Je ne veux évidemment. On pourrait passer un semestre entier sur cette formule. Hein, je vous le signale en passant. Hein. On pourrait commenter, analyser, travailler cette interrogation. Il n'y a pas de métalangage. C'est le sujet d'un cours de 2 heures sur un semestre. D'accord ? On ne va pas le faire ici, bien sûr. Je vous le donne simplement comme exemple d'une structure dans laquelle on comprend les mots, mais on ne comprend pas le sens global. Même chose pour « il n'y a pas de rapport sexuel ». Voici ce que dit Lacan cette fois-ci dans le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant. Après avoir posé ceci qui a l'avantage de vous frayer ma visée et mon dessin, je repars de ceci qui concerne ce point qui est de l'ordre de cette surprise par où se signale l'effet de rebroussement dont j'ai essayé de définir la jonction de la vérité au savoir et que j'ai énoncé en ces termes, qu'il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant. Attention, c'est chez l'être parlant. Bon, alors, là aussi, je ne vais pas commenter tout le début de la phrase qui est extrêmement alambiqué, extrêmement complexe. Le contexte n'aide pas du tout à comprendre. Ce contexte-là, peut-être un petit peu mieux. Dans Radiophonie, il écrit la chose suivante, le signifiant, enfin, il dit plutôt la chose suivante, puisque c'est la transcription d'une émission de radio, le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. Donc là encore, cette affaire de « il n'y a pas de rapport sexuel » est en relation avec le langage. Et puis donc un commentaire de Jacques-Alain Miller, qui est donc un psychanalyste qui a beaucoup œuvré pour la diffusion des écrits de Lacan, qui était d'ailleurs son gendre. Au terme, Lacan a pu dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que le mode de jouir n'est pas programmé de nature au niveau de l'espèce humaine, mais qu'il s'établit différemment pour chacun des deux sexes, et à un autre niveau pour chacun un par un. Donc vous voyez, là on comprend une interprétation possible de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ça veut dire que là, d'abord, on se limite uniquement à la question du rapport sexuel hétérosexuel, et bon, à l'époque c'était comme ça, hein. Aujourd'hui on verrait la chose différemment, mais à l'époque c'était comme ça. Ce qui est dit ici, c'est qu'il y a une sorte de structure inconsciente qui est complètement différente dans la sphère du masculin et dans la sphère du féminin, ce qui veut dire qu'il n'y a pas véritablement de lien, de rapport entre les deux sexes. Et que le rapport sexuel, on l'appelle comme ça, mais ce n'est pas un vrai rapport. Hein ? Donc c'est dans ce sens-là qu'on pourrait interpréter « il n'y a pas de rapport sexuel ». Enfin, la troisième phrase, « sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison ». Alors comment vous la comprenez, cette troisième phrase-là, de Blanchot, qui est quand même un peu moins énigmatique. On peut, je trouve, relativement facilement trouver un sens. Oui ? Oui, je vois, c'est à peu près comme ça aussi que je comprends la chose. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations ? Bon, je formulerai une paraphrase en disant que il existe des prisons qui nous donnent l'impression que nous qui ne sommes pas en prison, nous sommes en liberté. Nous avons l'impression d'être en liberté parce qu'il y a des prisons. Mais ce que dit Blanchot, c'est que s'il n'y avait pas ces prisons, eh bien, on percevrait peut-être mieux que nous sommes nous-mêmes emprisonnés dans toutes sortes de choses, hein, dans des idéologies, dans des catégorisations, tout ce que vous voulez. Hein, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Voyons maintenant un cas très rapidement, je passe sur cet exemple-là. Vois ce que tu crois, mange ce que tu espères, ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. Alors là, je pourrais vous poser la question de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie, etc., mais je ne le fais pas pour la bonne et simple raison. Bon, on pourrait trouver des interprétations, mais ici, ce sont des plaisanteries. En fait, c'est un acteur, je précise pour les étudiants étrangers, Thierry Lhermitte, un acteur qui était assez connu à une époque en France,
et il écrit sur Facebook, il raconte qu'il met des fausses citations, des choses qui ne veulent absolument rien dire, mais c'est pour se moquer des gens. Et donc, il a mis une photo de Nietzsche et il a écrit dessous « Bois ce que tu crois, mange ce que tu espères ». Et du coup, ça marche. Il a plein de likes, des gens qui trouvent ça super philosophique, très intéressant, etc. C'est de la supercherie, c'est de la moquerie, c'est une plaisanterie. Mais bon, cet exemple est intéressant parce qu'il montre que, même si ça ne veut rien dire, il y a une sorte de pulsion de l'être humain à trouver du sens. On trouve du sens quand même. Hein. Même si le producteur lui-même a voulu que ça n'ait pas de sens, eh bien les gens en trouvent quand même. Alors, il se moque des gens, Thierry Lhermitte, mais il a tout à fait tort de se moquer. Il n'a pas compris que c'est normal que les gens interprètent. Alors, un exemple encore un peu différent. À nouveau, qui pose des problèmes de compréhension avec des mots qui sont tous d'une grande simplicité. Si tous les chevaux avaient pour faire des aimants, le cœur des amants cesserait de battre. Quand les oiseaux nageront, la moule fera preuve d'énergie. Princesse Brandon déglutira une petite Mirabelle gaiement dans un cajot. Alors, ces cas-là sont encore différents. Ce sont des résultats de cadavres exquis. Hein. Vous connaissez ce jeu surréaliste qui consiste à faire une phrase à plusieurs. Hein. Donc là, je vous ai donné cette définition qui vient du dictionnaire abrégé du surréalisme. Le cadavre exquis, c'est un jeu de papier plié qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. L'exemple devenu classique qui a donné son nom au jeu tient dans la première phrase obtenue de cette manière: le cadavre exquis boira le vin nouveau. D'accord ? Donc vous pouvez jouer à ça lorsque vous avez des soirées avec des amis. Vous prenez un petit papier, le premier écrit un mot, il le plie, il le cache, le second écrit une suite, il cache, et chacun écrit une suite sans savoir ce qui a été écrit avant, et à la fin on lit la phrase. Bon. Alors, c'est un jeu donc là, ce sont différents exemples, dus à Breton, Desnos, Aragon, etc. L'idée pour Breton, vous voyez dans cette citation, c'était de pouvoir rendre à la poésie le sens de l'immensité de ses pouvoirs perdus. Donc là aussi, l'idée est de sortir du sens, d'essayer d'échapper d'échapper au carcan de signification véhiculé par la langue, mais non pas comme tout à l'heure, comme dans l'exemple du zen pour se dégager l'esprit. Ici, c'est pour construire du texte poétique, pour produire de la poésie à partir du langage. Donc c'est un objectif encore différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur tous ces exemples ? Alors, bien sûr, on l'a vu dans tous les cas, même quand la compréhension est complexe, on se sert de la compositionnalité. On assemble le sens des unités composantes. Donc, il y a bien une capacité à la compositionnalité qui relève du sens, puisque le sens du tout est fonction du sens des parties, mais qui ne pose en principe pas de problème de compréhension. C'est-à-dire que lorsque vous avez... il y a bien des cas, tout de même, où lorsque vous avez une phrase et des mots qui composent la phrase, vous comprenez la phrase à partir des unités composantes. Mais, dans certains cas, la compréhension est bloquée. Alors, elle peut être bloquée volontairement. Donc, dans ce cas-là, on a des phrases qui ne peuvent pas être comprises ou qui ne servent pas à être comprises. Est-ce qu'on peut dire que ces phrases, comme celle du Koanzen par exemple, elles ont encore un sens ? C'est un peu un problème. Par ailleurs, on a vu que le sens de la phrase est souvent lié à celui des phrases qui précèdent ou qui suivent. Donc il y a quand même un facteur qu'on appelle co-textuel qui est lié à l'interprétation des phrases. Mais ça nous ramène à la question de la compréhension des textes. On a vu aussi que la plupart des problèmes réels qui sont liés à la compréhension des phrases relèvent de choses qui sont implicites, c'est-à-dire qu'on a des déductions, des inférences à effectuer qui sont les intentions de la personne qui a émis la phrase, des catégorisations dans le cas des proverbes, des catégorisations de situations, comme on l'a vu.
Donc comprendre une phrase, c'est pas seulement comprendre son sens non littéral, donc le sens des mots de départ, et puis le sens éventuellement métaphorique. Dans le cas des proverbes, on peut parler, dans certains cas, d'un sens métaphorique. Hein. Mais c'est aussi comprendre les intentions de celui qui l'énonce. Et puis dans certains cas, on l'a vu avec les exemples de Lacan ou de Blanchot, l'interprétation est complexe. On peut trouver une interprétation, mais on sait très bien qu'on n'a pas tout simplement traduit la phrase définitivement. Je veux dire que dans l'exemple des proverbes africains, bon, à la limite, on ne sait pas trop ce que ça signifie au départ. On donne une paraphrase, c'est terminé. Une fois que j'ai la paraphrase, je connais le sens du proverbe, point. C'est bon, j'ai appris quelque chose, j'ai appris le sens du proverbe. Mais il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas une façon et une seule définitive de comprendre cette phrase. Il y a un problème herméneutique, là, il y a un problème d'interprétation, et il existe d'ailleurs plusieurs livres qui brodent autour de cette question, de cette interrogation, et qui essaient de construire un sens autour de cette phrase. Hein. Donc, dans certains cas, la phrase pose un problème de compréhension qui met en jeu un processus interprétatif complexe, qui n'est pas forcément, qui est parfois d'ailleurs infini. Mais ça n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours infini, ce que je veux dire. En tout cas, on voit bien, hein, avec ces exemples, s'il était nécessaire de le démontrer, que les problèmes de compréhension des phrases sans texte, des phrases isolées, eh bien, ces difficultés de compréhension n'ont rien à voir ni avec les difficultés de compréhension des mots lexicaux, ni avec les problèmes de compréhension des mots grammaticaux. Hein, puisque là, il n'y a pas de dictionnaire pour les phrases, à part à la limite pour les proverbes. Oui, mais je veux dire que vous n'allez pas trouver le sens des phrases dans des dictionnaires de phrases. Ça n'existe pas. Donc c'est le problème du sens, le problème que posent les phrases à l'égard du sens est un problème d'une nature différente, hein, de celle du problème que posent les mots lexicaux ou les mots grammaticaux. Donc on a vu qu'il y a plusieurs cas de non-compréhension ou de difficulté de compréhension dans le cas de la phrase. Donc des phrases produites avec une intention avec une intention de ne pas produire du sens. Hein. Donc, par exemple, dans les jeux surréalistes, comme le cadavre exquis, dans les genres de pièges linguistiques, comme on a vu avec Thierry Lhermitte, ou le Kohansen, dans ces cas-là, il n'y a pas de signature, si vous voulez, il n'y a pas un auteur qui revendique le sens de la phrase. Hein. La phrase est produite collectivement, anonymement. Ce sont des phrases sans signature qui n'ont pas forcément d'interprétation voulue. Bon. Ensuite, il y a des phrases sans auteur, mais qui sont produites avec une intention, hein, qui suppose qu'il y a une signification qui est sédimentée culturellement, donc qui est stabilisée, une interprétation stabilisée, une signification stabilisée, pardon. C'est le cas des proverbes. Hein. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de signature, il n'y a pas une personne qui est l'auteur du proverbe, il y a un émetteur qu'on peut appeler générique. Un proverbe, c'est un « on » qui dit comme ça, c'est « on dit que » dans telle ou telle culture. Et puis ensuite, vous avez des phrases avec des auteurs, cette fois-ci, donc il y a une signature, hein, mais qui sont produites avec une intention oui, il y a le mot « de » là qui est en trop ici, hein, une intention qui présume une signification plus ou moins ouverte. Donc là, il y a des interprétations. Il peut y avoir des interprétations variables en raison d'une duplicité dans l'intention. Donc des petites phrases politiques faites volontairement pour choquer l'opinion et pour faire parler de soi, ou bien une densité sémantique qui requiert un travail d'interprétation, qu'on appelle aussi un travail herméneutique. C'est ce qu'on a vu avec des exemples comme ceux de Lacan ou de Blanchot. Alors, est-ce que vous avez des questions là sur cette problématique de la signification des phrases? Vous voyez, je continue à procéder de la même façon, j'avance en regardant comment on fait pour comprendre ce qu'on ne comprend pas, et
Est-ce que c'est la même chose à chaque fois dans le cas des mots lexicaux, grammaticaux, des phrases? Bon, on a vu que dans ces 3 cas qu'on a vus pour l'instant, mots lexicaux, mots grammaticaux et phrases, les procédures qui m'aident à passer de la non-compréhension à la compréhension sont complètement différentes. Donc ça signifie pour moi que le sens, le concept de sens qui est impliqué dans ces 3 cas est différent. Oui. Ah, une inférence. Une inférence, c'est un peu comme une déduction, si vous voulez. Hein, vous supposez une intention du locuteur et vous en déduisez un certain nombre de choses. Hein, voilà, c'est ça, c'est l'idée de déduction. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va faire une petite pause. Je vous invite à sortir de l'amphi pour aérer un peu, hein, et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. D'accord ? Alors, je vais reprendre mes 2 petites choses avant. Alors, tout d'abord, on m'a demandé de vous rappeler que, si vous avez des informations sur des personnes qui ont le Covid, etc., il y a une application sur le NT, enfin, il y a un endroit pour se signaler, il faut... Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez eu des informations sur ce sujet, si vous êtes malade ou si vous connaissez des gens qui sont malades, il faut leur dire de se signaler au professeur ou alors sur le NT, parce que en fait, on essaie de faire des statistiques pour essayer de mesurer le nombre de personnes et pour pouvoir alerter les autorités si le nombre devient trop important. Comprenez, donc c'est important de faire savoir ou de le faire vous-même, de faire savoir qu'il faut se signaler. Alors, je voudrais aussi, j'ai pensé à ça, parce que j'ai lu ça hier soir, vous lire un petit passage d'un livre qui vient d'être publié, qui est un livre de Barbara Cassin, Le bonheur s'attend douce à la mort. Alors d'ailleurs, ce titre-là pourrait être intéressant parce qu'il pose un problème de compréhension. C'est une allusion à un poème de Rimbaud, mais bon, je passe. Barbara Cassin, qui est une philosophe, qui est aussi à l'Académie française, et qui est intéressante pour les linguistes parce qu'elle est une des rares philosophes qui s'intéresse au langage en ayant une véritable interrogation sur les langues, la traduction, etc. Et alors, dans ce livre, qui est une autobiographie philosophique que je vous conseille, si vous avez... c'est pas du tout lié au cours, hein, c'est simplement un conseil de lecture amical, si j'ose dire. Mais j'ai lu un passage, à la page 170 du livre, 170-171, un passage intéressant sur la question de la compréhension qu'elle raconte et qui se produit, c'est pour vous dire à quel point dans certains cas la question de la compréhension joue un rôle vital, qui se produit à l'occasion d'un procès. Un procès dans lequel elle était jurée. Et donc, elle raconte la chose suivante. Les accusés, 3 ans de préventif, si je me souviens bien, des pointeurs qui sortent en peu de leurs cellules, étaient inculpés d'avoir violé 2 Suissesses allemandes venues fêter leurs 18 printemps à Paris avec leurs parents. Elles avaient changé d'hôtel pour être plus libres. Ils se rencontrent à la fontaine de Beaubourg, se voient tous les jours. Le dernier jour, d'un commun accord, avec whisky et fumette, ils vont dans un appartement prêté. Viol, donc, c'est écrit sur nos murs aujourd'hui, céder n'est pas consentir. Il les raccompagne en taxi à l'hôtel, échange les adresses, tendresse, don de bague. Le lendemain, avant de partir pour l'aéroport, l'une des filles consulte un pharmacien qui les envoie à la police, qui les emmène en voiture à la fontaine, menottes, préventives, elles filent prendre leur avion, elles n'ont jamais été présentes ni représentées. L'audience a été reportée une première fois, cette fois, elle doit se tenir. Donc, témoignage à l'audience, 3 années plus tard, du commissaire de police qui leur a fait porter plainte. Il est censé témoigner expressis verbis, c'est-à-dire avec les mots exacts des victimes, au mot près, et il le jure.
Elle m'a dit, donc le policier dit que la fille, une des Suissesses allemandes, a dit « il m'a garrotté » en parlant de son agresseur présumé, hein, il m'a garrotté. Et Barbara Cassin reprend en disant « ce mot rare et connoté m'arrête. Je demande l'autorisation de poser une question. Garrotté ? Elle a vraiment dit ce mot ? Oui, répond le commissaire. Mais en quelle langue vous parlait-elle donc ? C'est vrai, je ne parle pas anglais, dit le commissaire. Et là, évidemment, elle dit, je rigole, c'était donc des Suissesses anglaises ? Donc en fait, c'était des Suissesses allemandes. Mais le commissaire est tellement ignorant qu'il ne se souvient pas. Et il croit qu'elle parlait anglais. Mais en fait, elle parlait l'allemand ou le suisse allemand. Donc le commissaire ne parle pas l'allemand et elle ne parlait pas vraiment le français. Garrotter, un mot de commissaire de police, peu de chances que la jeune étrangère l'ait utilisé. Donc Barbara Cassin, qui a l'oreille pour le langage, elle entend que si le policier dit que la jeune femme suisse a dit que le garçon m'avait garrotté, c'est très peu probable, c'est quasiment impossible qu'elle ait dit ça. Donc premier problème, en fait le commissaire a reconstruit un mot qui n'a pas pu être dit par la victime. Bon. Alors, je reprends la lecture du texte. Garrotter, un mot de commissaire de police, peu de chance que la jeune étrangère l'ait utilisé. Retirez votre question, me dit la présidente, surréaliste. Il faudrait un interprète et nous n'en avons pas. Puis j'en posais une autre à l'accusé. Oui. Alors, donc là, c'est Barbara Cassin qui s'adresse à un des garçons. Vous l'avez garrotté, monsieur ? Réponse du garçon qui a été un apprenti carreleur. Oui. Elle demande, et vous avez fait comment ? L'accusé esquisse un geste tendre. Je l'ai prise tout doucement par le poignet et je l'ai allongée sur le lit. Donc en fait, même le garçon, un des garçons qui est accusé, il dit qu'il a garrotté, mais c'est pas du tout le sens. Hein, garrotter, ça veut dire étrangler, enfin, dans ce contexte, hein, c'est mettre un garrot, serré, etc. Bon. Donc même le garçon ne comprend même pas le sens du mot, il l'utilise, etc. Bon, je passe, hein, je ne vais pas lire tout ça, mais simplement un exemple comme ça, très simple, de situation dans laquelle des gens peuvent se retrouver en prison, simplement parce qu'un mot n'a pas bien été compris. Hein ? Donc, c'est pour cette raison que c'est intéressant de réfléchir à la question de la compréhension. Bon, alors passons maintenant, oui, je vous en prie. Oui, je répète le titre. Le bonheur, sa dent douce à la mort. Alors, j'explique en deux mots le titre parce que il vient de Rimbaud, je pense que c'est dans les Illuminations. Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'avertissait au chant du coq, at matudinum et Christus venit dans les plus sombres villes. Donc voilà, publié chez Fayard, donc cette année, là c'est sorti en août 2020. Barbara Cassin, C-A-2-S-I-N. Voilà, et alors elle est l'auteure d'un dictionnaire philosophique extrêmement important et intéressant aussi pour les linguistes, qui s'appelle l'Encyclopédie philosophique. Je confonds avec un autre, l'Encyclopédie philosophique universelle. C'est le dictionnaire, ce qu'on appelle le dictionnaire des intraduisibles. Hein, c'est le vocabulaire philosophique européen. C'est un vocabulaire européen des philosophies, de la philosophie. C'est un très gros livre dans lequel il y a des entrées du lexique philosophique, mais dans beaucoup de langues, hein, pour montrer à quel point, d'une langue à l'autre, les notions changent de signification. C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Alors, j'en viens donc maintenant à la question de la signification des textes ou des discours. Alors, un premier exemple très simple, enfin, si j'ose dire, pour obtenir l'ostéo-intégration de l'implant en dépit des contraintes exercées durant la cicatrisation osseuse, il faut réduire l'intensité des forces et des moments exercés sur les implants. Bon, si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne comprenez pas. Mais en fait, là, c'est un texte technique, donc
le problème ici n'est pas tellement la structuration du texte et le fait qu'on ne comprenne pas pour des raisons qui viennent du texte elle-même. La compréhension est éventuellement bloquée par en raison du fait qu'il existe à l'intérieur de ce texte des mots techniques. Donc, ici, on est renvoyé au problème du début, c'est-à-dire on ne comprend pas le texte simplement parce que c'est un texte technique et on ne comprend pas certains mots. Mais vous voyez qu'il existe des équivalents qui sont beaucoup plus courants. Hein. Et par exemple, ostéo-intégration, c'est pareil que cicatrisation. Il y a un synonyme, c'est cicatrisation. Donc c'est sûr que si vous alors, implant une racine artificielle, une racine de dent, hein, c'est du vocabulaire d'odontologie, de dentiste, pour obtenir la cicatrisation de la racine. Hein. Donc, vous voyez, il suffit là de traduire les mots techniques avec un mot, un équivalent, un synonyme non technique, et vous comprenez le sens du texte. D'accord ? Donc souvent, les textes techniques qui ont l'air très difficiles ne sont pas difficiles en tant que texte. Le texte en lui-même n'est pas difficile, ce sont simplement les mots qui sont techniques. Mais l'assemblage des mots n'est pas complexe. Hein ? Oui ? Je disais, c'est les mots techniques qu'ils ont utilisés justement dans ce texte qui rend le texte en lui-même difficile à comprendre. Voilà, exactement. Donc on verra que ça n'est pas toujours le cas. Ce cas particulier, au fond, du point de vue de la compréhension du texte, ne pose pas de problème. Ce sont simplement les mots qui posent problème. Alors, maintenant, voici deux textes. Et là, je vais vous demander de prendre 5 ou 10 minutes pour y réfléchir et essayer de me dire quelque chose sur ces deux textes. On va les lire ensemble. Et ensuite, je vous laisse un petit temps pour essayer de bien les lire attentivement. Premier texte. L'écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Interrompue, elle se poursuit. S'interrogeant, elle ne s'arroge pas la question, mais la suspend sans la maintenir en non-réponse. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, c'est donc que ce temps n'est jamais sûr, absence de temps en un sens non privatif, antérieure à tout passé présent, comme postérieure à toute possibilité d'une présence à venir. Alors, ici, je pense qu'il n'y a pas un seul mot que vous puissiez ne pas comprendre. Hein ? Deuxième texte, on comprend alors pourquoi nous voyons les choses elles-mêmes en leur lieu, où elles sont, selon leur être, qui est bien plus que leur être perçu, et à la fois nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Cette raison est qu'il est épais et par là naturellement destiné à être vu par un corps. Bon, peut-être ici vous avez corporéité, qui est un terme un petit peu technique. Corporéité, mais vous reconnaissez corps, hein, la corporéité, c'est la propriété d'avoir un corps, si on veut. Mais il n'y a pas non plus de mot technique. D'accord ? Alors, je vous laisse un petit instant pour essayer, on va les prendre l'un après l'autre, donc déjà de réfléchir au sens du premier texte. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, hein ? Alors, est-ce que quelqu'un, a une
à une hypothèse de lecture. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce premier texte? Enfin, je vous pose vraiment la question parce que moi j'ai l'habitude de ces textes, je ne peux plus mesurer, je ne peux plus me rendre compte de la difficulté de compréhension qu'ils peuvent présenter, vous voyez. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez, et si vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui se passe dans ces textes? Pourquoi on ne comprend pas? Si on comprend, enfin à moins que vous trouviez ça parfaitement limpide, ce qui m'étonnerait un peu quand même, hein. Donc on est d'accord, le premier texte parle de l'écriture fragmentaire. Alors, ça veut dire l'écriture en fragments, hein. Vous voyez ce que c'est l'écriture en fragments? C'est une écriture qui n'est pas comme un roman où les choses se suivent, ni vraiment comme de la poésie où il y a des poèmes, des petits textes séparés. L'écriture en fragments, ce sont des petits blocs de textes qui se suivent et qui forment un tout, hein. C'est une forme littéraire, le fragment, qui se distingue un petit peu de l'aphorisme, mais qui est assez proche, hein, de la maxime, de l'écriture des maximes, des aphorismes, les fragments, tout ça, c'est de l'écriture fragmentaire, si on veut. Alors, on peut faire des différences entre fragments d'une part, aphorisme de l'autre. Et donc, ce texte essaie de caractériser la nature de l'écriture fragmentaire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose, globalement? Comment vous pourriez redire ça? Le dire avec vos mots? Ou alors est-ce que vraiment vous voyez pas du tout? Je vous rassure, là, ce ne sont pas des blagues, des plaisanteries, etc. Ce sont des textes d'auteurs, hein. Oui. Non, mais il faut se risquer. Ça pourrait être une sorte de dénonciation de cette structure-là. C'est-à-dire que ça prétend arriver vers un tout, mais ça prétend faussement y arriver, et il n'y a jamais de cohérence réelle entre les fragments, et en fait, l'auteur qui écrit par fragments agit par facilité un peu, et il laisse au lecteur le travail de raccommoder tous les fragments, créer du sens, mais sans qu'il y ait véritablement des choses. D'accord, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous... donc, je vois votre interprétation qui n'est pas... je pense, franchement, sans trop m'avancer, que ça n'est pas du tout le sens du texte, mais je comprends pourquoi vous dites cela, parce que il y a quelque chose comme une sorte d'impossibilité qui est décrite dans ce texte, que vous prenez, que vous interprétez, vous, comme une sorte de supercherie. On essaie de faire quelque chose, mais qui est en réalité impossible. Mais ça n'est pas vraiment le sens du texte, c'est plutôt que c'est impossible et constitutif du fragmentaire. En réalité, c'est ça qui est cherché, c'est l'impossible qui est recherché par le fragment, en réalité, dans ce texte. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse sur qui peut être l'auteur de ce texte? Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, le deuxième, on comprend alors pourquoi, à la fois, nous voyons les choses elles-mêmes en leur lieu où elles sont. Donc là, c'est plus la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on voit les choses. C'est quelque chose qui a à voir avec la question de la perception. Qu'est-ce qui gêne dans ces textes, hein? Pourquoi ils sont difficiles à comprendre alors qu'aucun des mots n'est inconnu, aucun des mots n'est difficile? Alors regardons. L'écriture fragmentaire serait le risque même. Bon, alors là, c'est-à-dire le risque, on ne voit pas. L'écriture fragmentaire, c'est, mettons, un genre d'écriture, un type de texte. Pourquoi ce serait un risque? Bon, alors, oui. On ne comprend pas très bien parce qu'il n'y a pas nécessairement des significations qui viennent d'avant. Qui nous nourrit avec une compréhension d'avant pour qu'on puisse comprendre mieux ce qui se passe là. Oui, alors vous avez raison.
une des difficultés de compréhension de ces textes, c'est que ce sont des extraits où vous n'avez pas le texte dans sa totalité. Donc c'est difficile, c'est vrai, de comprendre une citation comme ça. Et en effet, le premier texte est en fait un fragment, un extrait de fragment, et le deuxième est un extrait d'un texte qui n'est pas fragmentaire, lui. Mais alors, quand on regarde bien ce qui gêne dans le texte numéro 1, en admettant qu'il y aurait quelque chose comme un risque pour l'écrivain de se lancer dans l'écriture fragmentaire. D'accord ? L'écriture fragmentaire est le risque même. Bon, le risque... Alors, on peut le laisser en suspens, cette notion de risque. Hein. C'est peut-être l'idée, c'est que par rapport à écrire un poème ou un roman, qui sont des choses beaucoup plus structurées, l'écrivain se lance dans quelque chose de peut-être plus incertain, hein, où il faut que lui-même donne les règles. C'est pour ça que c'est un risque. C'est un risque pas au sens où il risque sa vie ou je ne sais quoi. Hein. C'est un risque au sens... Exactement. C'est un risque au sens où l'auteur, l'écrivain, se lance dans une pratique d'écriture qui pourrait ne pas être comprise, qui est un risque dans ce sens-là. Bon, là, ça va. Elle ne renvoie pas à une théorie. Bon, le fragment, il n'y aurait pas une théorie du fragment qu'il suffirait d'appliquer. Elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Alors, là, une pratique qui serait définie par l'interruption, on comprend, puisqu'il s'agit de fragments. Donc la pratique définie par l'interruption, c'est qu'on écrit et on s'arrête, et on recommence et on s'arrête. D'accord ? Mais là où il y a quelque chose qui complexifie, qui rend compliqué le texte, c'est que l'auteur dit elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique. C'est ni théorie ni pratique. Ni l'un ni l'autre. Interrompue, elle se poursuit. Donc à la fois ça s'interrompt et ça se poursuit. Donc, vous voyez, il y a une interrompue, elle se poursuit. On comprend très bien. Hein, le fragment, il s'arrête et ça reprend derrière. Mais la formulation donne l'impression qu'on dit une chose et son contraire. Donc il y a une formulation volontairement paradoxale, par contraste, vous voyez, ou alors par élimination des deux possibilités. Quelque chose, c'est soit de la théorie, soit de la pratique. Là, c'est ni théorie ni pratique. Bon. Ensuite, s'interroger. Oui, pardon, je vous en prie. On ne voit pas le passage entre les deux, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est pas une théorie non plus, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et dans ce non-dit, il y a une ouverture de l'interprétation qu'on ne peut pas nécessairement dire que c'est une théorie, parce que ça dépendrait à nous de comprendre. Bien sûr. Et en plus, voilà, c'est tout. Oui. C'est pas une critique non plus, parce que à cause de ce non-dit, justement, c'est ma compréhension qui ne va pas nécessairement servir à une action précise. Oui, tout à fait d'accord. Hein. C'est-à-dire, il n'y a effectivement pas cette théorie, parce que dans le fragment, il faut à chaque fois trouver son mode d'interprétation qui va être plus ou moins personnel ou plus ou moins différent selon les types de fragments. S'interrogeant elle-même, elle ne s'arroge pas la question, mais la suspend en non-réponse. Vous voyez, là aussi, il y a une formulation, on s'interroge, mais il y a une non-réponse. Donc, on voit que l'auteur a voulu volontairement écrire quelque chose d'un peu paradoxal, une tension entre des choses qui produit un effet d'impossible, hein, qui renvoie à l'impression que vous avez eue tout à l'heure. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, donc le tout du fragment, c'est-à-dire une fois que tous les fragments sont additionnés, mais ce temps, évidemment, il n'est jamais sûr, puisqu'on ne sait jamais quand le fragment va se terminer, hein, quand la répétition du fragment va se terminer. Absence de temps en un sens non privatif. Alors là aussi, on a quelque chose de paradoxal. Il dit qu'il n'y a pas de temps, mais dans un sens non privatif, c'est-à-dire non au sens d'une privation du temps. Il n'y a pas de temps, mais pas au sens d'une privation du temps. Alors pourquoi pas privation du temps ? Parce que c'est antérieur au temps, c'est avant le concept même de temps. Bon, et là on commence à être dans des choses très très abstraites. Mais c'est à la fois antérieur à tout passé présent, comme postérieur à toute possibilité d'une présence à venir. Donc c'est à la fois antérieur à du passé présent et postérieur à l'avenir. Donc bon, on a ici volontairement, on voit bien
une construction de ce qu'est l'écriture fragmentaire comme quelque chose qui élimine, en fait, c'est une description par élimination qui élimine toutes sortes de solutions faciles à trouver, inscrites dans le temps, qui ont un début ou une fin, etc., etc. Et donc, il y a une recherche d'expression de quelque chose de complexe. Bon. Dans le deuxième texte, alors, donc là, le premier texte, c'était un extrait de Blanchot, L'écriture du désastre, qui est en effet un très beau livre. Hein. Là, si vous ne connaissez pas, je vous conseille au moins de jeter un coup d'œil. C'est un des très très grands livres du XXe siècle, L'écriture du désastre, de Maurice Blanchot, qui donc est un livre par fragments, qui dit un certain nombre de choses sur l'être, le monde, le langage, mais qui parle également du fragment lui-même, comme dans ce passage. Et donc, dans tout le texte, il y a une sorte de recherche de produire une signification qui va en quelque sorte au-delà de tout ce qui a déjà été dit. D'où l'impression de paradoxe, parce qu'il cherche à dire quelque chose de radicalement neuf, d'une certaine façon. Donc, ça produit des conflagrations de sens qui semblent impossibles. Mais pour aller plus loin dans l'interprétation, évidemment, il faudrait à nouveau là, faire un cours sur Blanchot, etc. Bien sûr, ce n'est pas mon but, ça n'est pas mon but. Ce que je vous ai dit de cet extrait est extrêmement, évidemment, rapide et lacunaire. Mon but ici, encore une fois, c'est simplement de vous montrer des exemples et d'essayer au moins d'apercevoir pourquoi ça nous bloque, pourquoi la compréhension bloque alors qu'on comprend tous les mots. Oui. Là où je bloque complètement, c'est à partir de antérieur à tout passé présent, comme antérieur à toute possibilité d'une présence à venir. Oui. Ça, je peux comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre le rapport de ça avec l'écriture fragmentaire. C'est-à-dire que l'idée globale, si vous voulez, c'est que l'écriture fragmentaire a quelque chose à voir avec le problème de la temporalité dans l'écriture. C'est-à-dire que lorsque vous avez un texte poétique ou un roman, etc., le roman il est long ou court, le texte poétique il est long ou court, il y a une temporalité visible en quelque sorte. Alors que le fragment, comme en plus chaque fragment est toujours un peu énigmatique, il n'y a pas de temporalité assignable au fragment. On peut lire à l'infini, on peut lire en quelques secondes, c'est comme si ça faisait... comme si ça dissolvait, détruisait toute conception ordinaire du temps. Voilà, en résumé, ce serait un petit peu ça l'idée. Alors, le deuxième extrait, donc, est un extrait de Merleau-Ponty, là, de philosophie, donc, où là, on a un texte qui a une vocation un petit peu différente de celui de Blanchot. Blanchot, là, si vous voulez, il y a quand même une dimension esthétique, hein, esthétique, stylistique. On essaie de... Il écrit... Il donne une idée de ce qu'est l'écriture fragmentaire, comme un critique littéraire. C'est un texte de critique littéraire, si on veut. Hein. Évidemment, vous voyez bien la différence avec un écrit technique de stylistique. Vous avez tous fait, sans doute, à un moment donné, ou la plupart d'entre vous, un peu de stylistique, qui est une discipline universitaire technique. Vous voyez bien qu'un universitaire, s'il devait parler du fragment, il n'écrirait pas comme écrit Blanchot. Donc il y a une dimension d'écriture dans la critique littéraire elle-même. Là, on a affaire à un texte philosophique qui traite de la perception. Donc c'est un texte de Merleau-Ponty, un texte très important aussi, là, que si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement, même si ça n'a pas de rapport trop direct avec le cours, à lire cela. Ça fait partie des choses importantes en philosophie, le visible et l'invisible. Donc il y a un texte qui traite de la question de la perception, notamment, qui est un texte posthume de Merleau-Ponty, qui est un philosophe qui est mort très jeune. Donc, il essaie de décrire comment le visible est possible. Hein. Et donc, il introduit, pour ce faire, un concept nouveau,
qui est le concept de chair. Alors, vous voyez, l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose, en réalité, dans ce passage, c'est un des passages dans lesquels il essaie de décrire ce qu'il appelle la chair. Donc la chair, c'est non pas la chair au sens habituel du terme, hein, quand on parle de la chair d'un fruit ou la chair d'une viande, je ne sais quoi, enfin, c'est un concept philosophique qui vient aussi de la phénoménologie allemande de Husserl, où on a une différence entre le corps et la chair, hein, Körper, Leib, bref. C'est un concept philosophique, mais qui est nouveau, donc qui veut dire quelque chose qui n'a jamais été dit par personne auparavant. Donc il faut essayer de le décrire en trouvant des mots qui permettent de ne pas réduire ce concept à ce qu'il n'est pas. Alors, on comprend alors pourquoi à la fois nous voyons les choses en elles-mêmes, en leur lieu, où elles sont, selon leur être, qui est plus que leur être perçu. Donc les choses, on les voit, elles sont quelque part, on les voit là où elles sont, mais où elles sont vraiment. C'est-à-dire que nous, on perçoit de la chose qu'une partie de la chose. Donc c'est pour cette raison qu'il dit que leur être est plus que leur être perçu. Hein. L'être d'une chose qu'on voit, c'est plus que ce que je perçois de la chose. Donc à la fois on les perçoit en leur lieu, et à la fois nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps. Alors, c'est là l'idée géniale de la chair, c'est l'idée qu'il n'y a pas comme une espèce d'espace vide entre les choses et moi. Il y a l'épaisseur de la chair, c'est-à-dire le fait que nous avons tous un corps et que notre corps est un mode de communication avec les choses et avec le monde. Donc, et c'est là que du coup, pour l'expliquer, il faut des formulations à nouveau un peu paradoxales. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Vous voyez, encore une fois, on a deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est de la distance, donc normalement c'est le contraire de la proximité, la distance. Mais non, c'est une distance qui n'est pas le contraire de la proximité. Pourquoi c'est formulé ? C'est pas pour dire n'importe quoi, c'est pour dire quelque chose qu'on n'a jamais pensé auparavant, qui va au-delà des concepts habituels. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Bon, et c'est comme ça par la suite également. L'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Hein, à la fois le paradoxe. Bon, là c'est la même chose, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un concept assez... ce serait trop long de l'expliquer en détail, cette notion. C'est quelque chose qui permet d'échapper à l'alternative, si vous voulez, entre le matérialisme et l'idéalisme dans la philosophie de la perception. Mais passons, cet exemple, je vous le donne simplement pour vous dire qu'à un moment donné, lorsqu'un philosophe introduit un concept nouveau, pour faire sentir le sens de ce concept, il est bien obligé d'utiliser les mots que tout le monde connaît. Mais il doit les utiliser dans un sens différents, ou alors en les ajustant de façon telle qu'on fasse une sorte de saut de compréhension pour arriver à comprendre cette chose. Donc pour comprendre le concept de chair, il ne suffit pas de lire ce texte. Il faut lire plusieurs textes de Merleau-Ponty, il faut s'inspirer de sa philosophie. Bon, là, le but ici dans ce cours, encore une fois, n'est pas de comprendre ce concept, mais de comprendre le problème que pose sa compréhension. Hein. Pour comprendre ce concept, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas d'autre moyen que de lire les textes, s'en imprégner, lire Husserl, lire Merleau-Ponty, et puis au bout d'un moment, vous reliez un petit peu les morceaux du puzzle, hein, et puis vous assemblez le puzzle, et petit à petit, vous commencez à comprendre. C'est que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre qui n'est pas compris d'avance. Alors maintenant, je reviens sur Léo Tonti-Moroumenos. Pourquoi je reviens sur Léo Tonti-Moroumenos ? Parce que cette fois-ci, on va le considérer comme un texte. Bon, on le comprend ce texte, hein ? Je veux dire que bon, c'est le bourreau de lui-même. Quand on lit les différentes strophes, on comprend qu'il y a à la fois cette violence sur soi-même. Bon, c'est relativement facile à comprendre, bien que une compréhension purement rationnelle de ce texte
n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi d'être transporté, ému par ce texte. Hein. Bien, mais alors, quand on regarde la critique littéraire, on trouve des choses étonnantes. Vous voyez ce que, ici, un critique tout à fait sérieux, Alain Vaillant, écrit au sujet de ce texte de Baudelaire dans une revue qui s'appelle Études littéraires, une revue tout à fait sérieuse. Je cite donc, dans ces ultimes semaines qui précèdent la sortie des Fleurs du Mal, est-ce pour se moquer une dernière fois des bien-pensants que Baudelaire commet la pire de ses impertinences journalistiques? Toujours est-il que dans l'artiste du 10 mai 1857, qui rend un hommage ému à 2 disparitions du monde littéraire, Delphine de Girardin et Alfred de Musset, le poète parvient à placer un groupe de 3 poèmes sulfureux et scandaleux. Le premier, Léoton Timoroumanos, soit l'homme qui se châtie lui-même, est une transfiguration poétique de la masturbation. Bon. Alors, je suis désolé, vous allez dire, là, aujourd'hui, vraiment, entre l'eau sale qui éteint le feu, la masturbation, tout ça, on ne parle que de ça. Et puis, il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, voilà, c'est une coïncidence, je suis navré, mais bon, l'exemple m'a retenu, parce que, je ne sais pas, mais moi, en lisant ce texte, je n'ai jamais pensé à cela. Hein. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a des interprétations qui ne sont pas forcément immédiates, mais là, ce n'est pas un plaisantin qui dit cela, c'est un critique littéraire sérieux, etc. Alors, quand on regarde bien, effectivement, en observant le texte, on voit bien là jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs. Bon, hein, on voit pourquoi il pourrait y avoir cette affaire de transfiguration poétique de la masturbation. Mais je vous donne cet exemple simplement pour que vous voyez que, du point de vue de l'interprétation des textes littéraires, là aussi l'interprétation est ouverte et parfois on tombe sur des interprétations qui sont surprenantes. Surtout, ce qui est important à comprendre, et j'y reviendrai tout à l'heure ou la prochaine fois, c'est qu'il y a une histoire du coup des interprétations. Hein. C'est que les textes, on les interprète d'une certaine façon à une certaine époque et puis d'une autre façon à une autre époque. Alors, il y aurait aussi Mallarmé, hein, qui là pose toutes sortes de problèmes de compréhension. Alors, je vois l'heure là, et comme j'ai cours un peu loin, on va s'arrêter sur ce texte. Je m'arrête sur ce texte, vous le lirez attentivement, vous essayerez d'y réfléchir. Là aussi, il n'y a pas tellement... Bon, il y a des mots un petit peu anciens, comme histrion, quinquet, bon voilà. Mais essayez de réfléchir un peu à ce que pourrait être le sens de ce texte. Hein. Et puis, on y reviendra la semaine prochaine. Et donc, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser aussi la semaine prochaine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention.